Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Qu'est-ce donc qui ne va pas dans le monde occidental? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, en Europe notamment, et en France en particulier, que la dynamique est enrayée, que nous n'avons plus de perspectives positives, plus d'élan, plus d'appétence, en tout cas pour le progrès, pour le futur, aucun avenir ne se dessine, plus de projets si ce n'est la vaine tentative de préserver l'existant. Et pourquoi cet affaiblissement global s'accompagne d'un renforcement de la croyance que nous sommes très moraux, que nous appartenons au camp du bien, au point même de juger chaque personne, chaque chose, chaque événement, passé comme présent, à l'aune de cette conception un peu surplombante. Pourquoi enfin l'Occident fait-il d'Israël une figure du mal? Est-ce parce qu'Israël retrouve une place parmi les nations et disqualifie par là même les empires, ceux qui veulent prétendre à l'universalisme, à l'universalité? Ce sont quelques-unes des questions ô combien actuelle et tout à fait profonde, évidemment, que nous abordons aujourd'hui avec le philosophe et essayiste Philippe Sola. Bonjour Philippe Sola. Bonjour Antoine Mercier. Alors vous vous intéressez à notre actualité en tant que philosophe, et c'est ça qui nous intéresse aussi à Mosaïque, évidemment. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage dont nous avons parlé lors d'un précédent entretien, Le juif et le nazi, métaphysique de l'antisémitisme. Quelles sont, selon vous, les raisons profondes pour lesquelles ces sociétés, et les sociétés occidentales en général, semblent en voie d'affaiblissement, parfois on dit de délitement, Philippe Sola? Oui, il y a un problème en Occident. Il y a un problème qui ne remonte pas à l'actualité toute brûlante, mais qui remonte à minima, je dirais, d'abord à la moitié du XXe siècle avec l'avènement de la Shoah, mais d'une façon plus profonde avec l'avènement de ce qu'on appelle la modernité au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je dirais qu'il y a quelques problèmes du côté de la raison, du statut de la raison, du côté de la conception de l'histoire, du côté de la présence de la souffrance dans le monde, de l'universalisme également. Et enfin, on a un problème avec notre tolérance. Je pourrais développer, si vous le souhaitiez, ces exemples, mais oui, en effet, notre société présente des symptômes inquiétants. Alors, docteur, il faut quand même effectivement que vous nous disiez, par exemple, prenons quelques-uns des exemples que vous citez, sur la raison, par exemple, qu'est-ce qui se passe, sur l'universalisme aussi peut-être, et puis sur la tolérance, je crois que ce sont les trois termes peut-être que vous pourriez expliciter. Oui, il y a un écrivain au XVIIIe siècle qui s'appelait Jonathan Swift qui écrivait ceci, j'ai la citation sous les yeux: On ne peut convaincre quelqu'un par la raison d'abandonner quelque chose qu'il a adopté sans se baser sur la raison. Alors, est-ce que Jonathan Swift devinait les risques que l'humanité allait encourir quelques siècles plus tard, à cause de cette critique de la raison, de cette critique de l'objectivité qui signe notre époque, qui signe également l'effacement du réel? Je ne sais pas. Pour faire court, je dirais que la modernité, c'est l'invention de la raison comme grille de repères essentielle, comme point central. Il existait un ordre naturel que nous n'avions pas encore déchiffré, pensaient les modernes, et avec l'avènement de la raison comme clé de lecture et d'action de tout, eh bien, nous avons commencé à estimer que le monde était intelligible et que cette intelligibilité du monde par la raison assurait à l'homme un ordre, une place harmonieuse, on va dire, dans l'ordre du monde. Sauf que depuis la Shoah, euh, on critique la raison parce que on a estimé que c'était au nom de la raison, de la rationalité que s'était commis le crime. Et en effet, des philosophes comme Adorno, Horkheimer, qui ont fondé ce qu'on appelle l'école de Francfort, ont émis une critique de la raison instrumentale. Et dès lors, la postmodernité est apparue comme, comment dire, la façon de prendre la distance avec la raison, parce que la raison, elle distingue, elle hiérarchise, elle établit des frontières, et en ce sens, elle est fondamentalement raciste et mortifère, puisqu'elle est l'art de discriminer. Et donc, puisque rien ne doit être discerné, puisque, alors, attention, hein, Adorno et Horkheimer, eux, leur critique de la raison instrumentale est tout à fait nuancée
et équilibré. En revanche, nous assistons à un dévoiement de la critique, de la raison, un dévoiement extrêmement actuel, jusqu'à des contradictions. Et donc, en ce qui concerne la raison, si on reprend aujourd'hui notre époque, la critique est mal. La critique, c'est-à-dire la raison, hein, il faut pas. Mais en revanche, la critique de la raison, oui. Fini les frontières, les hiérarchies, les normes. Toute normalité, toute normativité sont frappées d'anormalité. Et donc l'individu est roi et son langage empereur. Alors ce qui est bien, c'est que du point de vue du locuteur dans notre époque, tout peut être dit. Ça, c'est quand même très, voilà, quelque chose de positif. Mais du point de vue collectif, désormais, tout peut être cru. Voilà un des paradoxes, un des pièges de notre monde postmoderne occidental, par exemple. La raison, pour résumer, donc la raison qui était finalement le support, hein, le socle de cette pensée occidentale, de cette civilisation occidentale, se retrouve s'effriter. Donc c'est comme si effectivement le socle commençait à s'effriter, d'où cette sensation de d'élitement dans laquelle on se trouve. Peut-être qu'on peut prendre aussi, faire la même chose avec le concept d'universalité, rapidement, Philippe Sola. Oui, euh, la modernité, c'est l'invention de l'universalisme. Alors c'est un concept antique qui a été repris, euh, mais en gros, c'est la possibilité accordée aux hommes de se penser comme agents, acteurs de l'histoire. Et à ce titre, nous sommes des agents égaux sur le registre de l'histoire, des agents du déploiement de la raison, puisque la modernité, c'est l'idée que l'histoire n'est que le déploiement, l'avènement progressif de l'idée, du concept. C'est Hegel qui a théorisé ça. Euh, et donc, l'universalisme est apparu avec, bon, on connaît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au XVIIIe siècle. D'ailleurs, une petite aparté, mais qui a un lien avec votre question. Si on regarde le premier verbe qui est utilisé à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est le verbe naître. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est pas pour rien, selon moi, que ce soit le verbe naître qui est le premier verbe. C'est-à-dire que l'universalisme des humains, il est lié d'abord à la nature et à l'origine. Si les humains sont égaux, c'est parce que cette égalité se fonde sur une origine commune, je dirais une paternité commune. Je pense qu'il y aurait d'ailleurs beaucoup à s'interroger sur la teneur de cette nature et de cette naissance. La sécularisation est toujours, selon moi, une façon de parler de la transcendance sans la nommer. Et donc le problème avec l'universalisme, si vous voulez, c'est que désormais, nous découvrons que l'universalisme n'est pas un penchant naturel. Nous découvrons que d'autres systèmes de valeurs, d'autres métaphysiques entrent en concurrence. Et alors, ça nous accable. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne comprenons pas. Euh, il y avait quelque chose d'évident chez nous à désirer entrer dans la promesse républicaine d'ascenseur social, de méritocratie, d'intégration. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre nous finissions par consentir dans notre histoire familiale à adopter cette règle du jeu parce que le jeu en valait la chandelle. Le jeu, c'était l'universalisme qui nous permettait une ligne de départ plus ou moins équitable pour réussir la compétition de la vie et trouver des places sociales et nous répartir dans des places sociales que nous méritions. Bon, eh bien désormais, nous découvrons que des personnes considèrent d'abord des individus, puis des groupes se sont mis à considérer que ce n'était pas du tout un penchant naturel, l'universalisme et l'humanisme. Et donc, nous sommes un peu pris au piège puisque l'universalisme est consubstantiel de la tolérance. Ces deux concepts vont de concert. Et peut-on être tolérant avec ceux qui sont intolérants? Voilà, ça c'est un grand piège, un grand problème de notre universalisme et de notre tolérance. En un mot, je dirais que le piège de l'universalisme, il se formalise sous cette phrase. Nous nous sentons responsables
des malheurs qui nous accablent. Alors effectivement, universalisme qui se dégrade, j'allais dire, en relativisme absolu, c'est-à-dire le contraire, quoi. Il y a plusieurs pôles et comment est-ce que les sociétés occidentales peuvent se sortir de cette situation d'impasse que vous appelez piège aussi, alors que les principales valeurs sur lesquelles s'étaient fondées ces sociétés se retrouvent fragilisées de manière forte. Vous dites, je voudrais qu'on revienne là-dessus, le rôle de la Shoah est central aussi par rapport à ça. Peut-être que vous pouvez en dire un mot, puisque vous avez fait un livre dessus. Oui, la Shoah, si vous voulez, il y a eu la libération des camps, même en 45, 44, 45. Bon, on parle de libération, on devrait plutôt dire que les camps ont été ouverts, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est mort, même si les camps étaient soi-disant libérés. Cette libération des camps a porté un sacré coup à la modernité, à la raison. On s'est rendu compte que, donc, comme je disais précédemment, au nom de la raison, l'homme avait pu commettre le pire. Et c'est précisément au cœur de l'Europe, inventeur de la modernité, c'est précisément un pays où le raffinement intellectuel, artistique et culturel était à son apogée. C'est ce pays qui a inventé la Shoah. Et donc, ce sont des milliers d'années de civilisation qui ont abouti à Auschwitz. Il ne faut jamais oublier cela, Antoine. Jamais. Ça signifie que la Shoah n'est pas la préhistoire de l'humanité. La barbarie est fidèle à l'humanité tout au long de son existence et elle parcourt son chemin comme une ombre fidèle. Et nous découvrons que les nazis ne sont pas des gens qui vivaient sur une autre planète que nous, dans un autre temps, hein. Nous avons en commun une histoire et une géographie qui est celle de l'Europe du XXe siècle. Et donc, des philosophes se sont posé cette question: comment, au nom de la rationalité, l'humanité en est-elle arrivée à s'autodétruire? On considère que le projet nazi n'était pas un projet fou, mais un projet attaché à du rationnel. Et donc, on est obligé de soupçonner la raison et de se dire, c'est au nom de la raison qu'on a fait ça. Il n'en fallait pas plus pour que cette idée tout à fait sagace trouve son prolongement dévoyé, qui, inspirant les Bourdieu, Derrida, Foucault, Deleuze, etc. Cette idée dévoyée, c'est celle-ci. Ce n'est pas l'usage de la raison qui est en question, mais c'est la raison en elle-même qu'il faut soupçonner. Et donc, la raison est devenue suspecte, elle n'est plus l'apanage du vrai, du juste, elle est responsable du meurtre. On pourrait considérer que c'est la fin de la modernité et de la raison. Et donc, la raison porterait en elle-même un substrat tout à fait mortifère. Bon, donc la raison a conduit au crime nazi, à la Shoah, et donc le wokisme peut prospérer, ce qu'on appelle désormais le wokisme, mais qui est l'autre nom de la postmodernité, qui est l'autre nom du nivellement, du relativisme plat de notre époque. Toute définition est en soi porteuse de violence. C'est ça l'essentiel. Toute définition, parce qu'elle est limitée, est porteuse de violence, non tant d'ailleurs dans ce qu'elle affirme que de ce qu'en, que de ce qu'en, que de ce que dans, pardon, que de ce qu'en est, que de ce qu'elle exclut. Pardon. Ça signifie que ce qu'elle nie. Si rien ne peut plus être dit, si rien ne peut plus être pensé, qui ne soit réduit à l'affirmation d'un sujet, que reste-t-il d'un monde commun? C'est ça le problème, c'est Là, ça. vous définissez le wokisme dans son, j'allais dire, son cœur même, hein, c'est-à-dire que c'est l'individu qui est uniquement la référence, qu'il n'y a pas à définir de collectif, qu'il n'y a pas à discriminer personne, ce qui fait qu'on ne peut plus rien dire de global, on va dire. Oui, le wokisme, c'est l'individu, tout à fait. C'est le point de vue subjectif qui prime, mais c'est du coup le signe de la fin d'un discours commun possible. Et donc c'est la fin d'une dialectique, c'est la fin du partageable. C'est pour ça qu'il y a, selon moi, une source d'espoir au sein même de notre Occident piégé. Il y a une source d'espoir
par la raison elle-même. Si la raison était suspecte avec la Shoah, elle porte en elle aussi le dépassement de son propre piège. Je m'explique si j'ai 30 secondes. Euh, la raison pour accéder à la vérité devait précédemment éprouver toutes les positions possibles dans une logique hegelienne et marxiste, tous les avis, tous les points de vue. Et c'est avec cet épuisement progressif des possibles que la vérité allait se faire jour dans nos vies, à titre individuel et collectif. Elle se fixe désormais, cette raison, avec l'avènement de la postmodernité et de la parole woke, elle se fixe désormais sur son ultime possible. Elle incarne désormais son ultime modalité, à savoir sa propre négation. La rationalité, le discours humain entrent ainsi dans leur ultime phase, qui est une forme de régression à l'infini jusqu'à l'impossibilité d'un monde commun. Et c'est ça que nous mettons à jour. C'est pour ça qu'il y a une source d'espoir. C'est une forme de bug dans la matrice, comme on dirait. Si tout ce qui est dit est critiquable, désormais, si tout ce qui est dit est l'apanage d'un d'un point de vue subjectif et donc critiquable, eh bien la critique de ce qui est dit est critiquable, mais la critique de la critique est aussi critiquable, si bien que nous avons besoin, nous nous épuisons et nous sommes avides d'un discours qui vient renormer, rehiérarchiser la planète. Avant de voir les remèdes, Philippe Sola, peut-être un mot de la raison pour laquelle ces sociétés occidentales, dans leur état actuel, avec le wokisme dominant, euh, pourquoi paraissent-elles désarmées par rapport à la poussée de l'islamisme, par exemple? Est-ce qu'on peut comprendre le fait que peut-être l'Europe cherche dans l'islam un moyen de retrouver une forme de foi, d'élan, une connexion avec la transcendance qui avait été perdue, du collectif, alors la Houmma, justement, qui est le contraire même de la définition que vous venez de donner, comment comprendre que l'Occident soit en quelque sorte séduit, on peut le dire peut-être à un certain niveau, par l'islam? Je serais bien en peine de répondre de façon exhaustive à votre question. Je pense en tout cas, oui, que la postmodernité est un recul de la transcendance, indéniablement, et que ce recul a laissé un vide qui affaiblit les populations, euh, et ces populations sont en quête de sens, de repères, avides de compréhension et d'espérance. Et donc, moi, je pensais que de nouvelles métaphysiques allaient voir le jour, je sais pas, des sectes, des, euh, des religions, des spiritualités basées aussi sur l'Orient. Je pensais que c'était plutôt ça qui allait prospérer. Mais oui, on pouvait pas évacuer la possibilité du retour d'anciennes religions dans ce vide postmoderne. Euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est que aussi euh, nous étions individualistes, enfin, notre prétention était universaliste. On l'a dit tout à l'heure. Nous pensions que par notre capacité de séduction, quand je dis notre, je parle du nous qui signifie la civilisation occidentale moderne. Nous pensions que notre capacité de séduction allait suffire pour que le tribal, le communautaire, désire rejoindre l'universalisme. Et nous avons découvert, nous avons fait l'expérience progressivement et de façon de plus en plus pressante et meurtrière ces dernières années, nous avons fait l'expérience donc que tout le monde ne désirait pas devenir universaliste. Euh, je pense que pour anticiper un petit peu, mais je pense que notre universalisme qui permet l'émergence et le culte des religions doit s'accompagner désormais d'une véritable intransigeance. Alors ça nous déroute parce que l'intransigeance et l'universalisme, ça ne va pas ensemble, mais je pense que c'est notre planche de salut. On va en reparler tout de suite, Philippe Sola. Juste un mot quand même. La position dans laquelle se trouvent les Juifs dans ce contexte de délitement sociétal, vous parliez de vide, en particulier en France. Qu'est-ce qu'on peut en dire de la position aujourd'hui
du fait juif, enfin de l'existence juive dans ce pays. Oui, les Juifs dans tout ça, les Juifs dans la postmodernité, au-delà même de la France, je dirais qu'ils sont particulièrement menacés, bien sûr. Bon, il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître. Ils sont toujours un peu en dehors de l'histoire et je me place plutôt dans l'ordre des concepts, donc je vais un peu manquer à votre question. Je vais passer un peu à côté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que selon moi, la postmodernité, elle se distingue par son caractère liquide, malléable. Il y a quelque chose de l'ordre de la plasticité dans le monde d'aujourd'hui. Et les Juifs, ils représentent l'inverse. Ils représentent quelque chose qui est de l'ordre du dur, ou en tout cas de la reconnaissance qu'il y a du donné dans l'existence, qu'il y a à la fois du naturel et qu'il y a de l'antécédence, en tout cas, de notre monde. Et donc, euh, bien sûr que c'est très problématique l'existence juive aujourd'hui, mais bon, comme ça l'a été tout au long de l'histoire. En tout cas, depuis la postmodernité, c'est de nouvelles problématiques pour les juifs. C'est-à-dire que il y a au sein du peuple juif, me semble-t-il, non une volonté de puissance, voilà, contrairement à d'autres métaphysiques à l'heure actuelle, mais il y a plutôt une volonté de survivance, une volonté de perpétuation. Euh, le juif ne conspire pas contre les autres nations, il ne cherche pas à étendre le règne de son emprise. Et le juif, il n'a qu'un seul désir, selon moi, qui est se conserver parmi les nations. Et d'ailleurs, l'errance chez le juif a toujours été problématique, mais c'est une errance, notre comment dire, notre répartition sur la planète interroge les nations à l'heure actuelle parce que elles se disent, c'est difficile à expliquer, mais elles se disent, les juifs au fond, calquent à la postmodernité, ils sont souples comme notre époque, ils se fondent dans la masse, ils adoptent les traits de l'actuel, et dans le même temps, c'est ça qui est très préoccupant et qui peut créer un sentiment de menace chez les nations à l'heure actuelle, c'est qu'elles pensent que les Juifs cachent quelque chose. Et oui, je pense que les Juifs, effectivement, cachent quelque chose. Mais malgré eux, et c'est un secret, comment dire, qui est un secret métaphysique. En fait, je pense que les Juifs considèrent qu'ils sont assis sur un trésor métaphysique qui s'appelle la Torah, et c'est cette sensation qu'on soit juif ou qu'on soit pardon religieux ou non, c'est cette sensation qui est parfois visible et qui met en déroute. Et donc, à l'échelle collective, à l'heure actuelle, l'exil continue malgré la présence d'Israël. Peut-être qu'on pourra parler parce que j'ai envie de parler d'Israël Oui, maintenant. oui, justement, et c'était la question suivante, parce que bon, on comprend bien que effectivement l'image des Juifs en diaspora arrive à s'intégrer dans la liquidité dont vous parlez. En même temps, elle ne s'y dissout pas, ce qui pose effectivement une question assez, j'allais dire presque physique, qui étonne. Maintenant, pourquoi l'image d'Israël se dégrade-t-elle ou s'est-elle autant dégradée pendant cette période en Occident par rapport à ce que vous nous dites sur l'état de la société occidentale? Je pense que ça ne dépend pas exclusivement de l'actualité chaude du conflit israélo-arabe. Je pense que c'est beaucoup plus profond. Être de notre époque, c'est être fondamentalement marqué par l'ingratitude. C'est considérer que nous ne sommes pas tant les héritiers que des individus qui s'auto-fondent, qui s'auto-génèrent. Bon, au contraire, le peuple juif, lui, refuse de faire totalité et refuse cette idée-là d'auto-fondation. Il croit en l'excédence du réel sur le concept, il reconnaît l'échec de la raison et du principe de causalité à soumettre toute la création. Il reconnaît donc qu'il y a le peuple juif dans l'histoire, qu'il y a dans la nature aussi de l'événement, c'est-à-dire qu'il y a de l'immaîtrisable, il y a du tragique, il y a le surgissement dans nos vies comme une effraction du tragique. Bon. Et donc, le peuple juif, si vous voulez, face
à notre postmodernité ingrate, qui pense s'autofonder, le peuple juif oppose la reconnaissance et la gratitude pour ce qui est donné, donc pour ce qui est reçu, et qui ne relève pas de moi, de nous, et duquel je suis appelé à me sentir responsable et comptable. En ce sens, bon, c'est deux conceptions de la vie très, très différentes. Nous sommes des héritiers, nous sommes comptables, et ça déstabilise le monde postmoderne. Un mot quand même sur la technique. D'autres l'ont dit avant moi, mais la postmodernité, c'est penser que le monde s'offre à nous sous la modalité de la disponibilité. Hein, chaque avancée technique, je pense au téléphone portable, je pense aux écrans, je pense à toutes les inventions liées à la communication, ne font que faire reculer la sphère de l'indisponible. L'irréductible se réduit. Et Israël, en ce sens-là, Israël, la culture qu'il apporte au monde, sont en ceci des résistants, des restes. Ils résistent à la plasticité du monde. Ils viennent dire, il y a encore des bases solides sur lesquelles on peut construire un monde et se soustraire à lui. Et voilà, bon, je pourrais... L'État d'Israël est aussi celui qui fait des frontières, qui fait encore des distinctions, et qui n'entre pas complètement dans la liquéfaction, on va dire, que vous décrivez. Tout à fait. Philippe Sola, alors on peut en venir au remède maintenant, si vous voulez bien. Alors vous soutenez que, le remède pour l'Occident, hein, vous soutenez que pour continuer d'être ouvert, il faut savoir être fermé, que l'universalisme est parfois du côté de l'intransigeance et de l'exclusion, ce qui est évidemment contradictoire apparemment, et que protéger requiert parfois d'être offensif. Est-ce que les sociétés occidentales aujourd'hui ont les moyens de se ressaisir pour adopter ces nouveaux comportements que vous préconisez, Philippe Sola? Oui, je pense qu'il y a des ressources, tout à fait, aussi bien dans le monde occidental lui-même, qui est pourtant piégé par lui-même, que dans la pensée juive et dans l'histoire juive. Oui, tout à fait. Disons que notre époque, elle se distingue par deux mots, selon moi. Le premier, c'est le mot de l'inclusion, qui est devenu une espèce de mantra obsessionnel, parce que l'inclusion est perçue du côté du bien et du juste, puisqu'il nous renvoie à un univers de pensée, l'inclusion, ce mot-là, à l'opposé de ce qui s'apparente à l'exclusion, donc la discrimination, la hiérarchisation, euh, la ségrégation. Le deuxième mot de la postmodernité, à part celui d'inclusion, je dirais que c'est l'expression de portes ouvertes. J'ai l'impression parfois que notre monde est le monde est le monde de la pornographie, c'est-à-dire que tout doit être vu, tout doit être su. Hum, c'est la transparence absolue qui doit régner. Et évidemment, le peuple juif, si vous voulez, il fait encore des distinctions aussi bien du côté de l'inclusion que du côté de ces portes ouvertes. Il y a des portes fermées dans le judaïsme, la porte du Saint des Saints, par exemple. Et il y a de l'exclusion aussi. Il y a des frontières, comme vous l'avez dit. Il y a au moins de l'exclusion dans le temps. Il y a, par exemple, la période euh, où un couple ne peut pas avoir de rapport sexuel, la période de Nida. Il y a une sorte, voilà. Bon, il y a des interdits. Je pense qu'il y a, en effet, des ressources. Je vais vous donner un exemple. La laïcité, par exemple, c'est une très belle loi. D'ailleurs, on fête en 2025 son centenaire, puisque c'est 1905. Non, alors oui, 120 ans. Euh, cette loi, on la considère souvent comme une loi de séparation des églises et de l'État, mais c'est bien peu lire la loi. Parce que cette loi, en réalité, c'est pas tellement une loi de séparation, c'est plutôt une loi qui explique que nous avons le droit librement d'exercer un culte,
religieux, quel qu'il soit. L'État lui-même n'adopte aucune religion, il n'y a pas de religion d'État. En revanche, cette loi est une loi de libre exercice du culte sous le contrôle strict de l'État. Je renvoie les auditeurs au titre 5 de cette loi qui se nomme Police des cultes. Peu de gens le savent, mais le ministre de l'Intérieur, à l'heure actuelle en France, il est aussi encore chargé de la police des cultes. Donc cette loi, vous voyez, par exemple, elle est protectrice. C'est une loi qui lutte contre une vision, on va dire, expansionniste de la religion. Donc, je vous donne cet exemple de tiré de la culture occidentale et de la culture française moderne. Bon, donc ça veut dire que nous avons des moyens de nous protéger. Vous voyez, cette loi, laïcité, beaucoup l'entendent comme une loi d'inclusion, une loi bienveillante. Elle est effectivement une loi bienveillante et d'inclusion, mais elle est assortie de certaines conditions. Euh, c'est pour ça que l'universalisme, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une alternative binaire entre être gentil, être incluant, inclusif, ou être méchant et être euh, excluant. Non, une maison ne peut être accueillante que si parfois la porte de cette maison est fermée. D'autres exemples. Hum, Lorsque nous sommes désemparés moralement et intellectuellement par le wokisme, je pense que la postmodernité cherche à nous désarmer intellectuellement et moralement. Nous devons opposer à ce désarmement une volonté farouche de persévérer dans notre être, comme dit Spinoza. Et donc nous devons rappeler à ceux qui voudraient nous accuser de trahir notre universalisme quand on parle d'intransigeance, il faudrait leur rappeler que nous n'aspirons pas, en tant que Français universalistes, à conquérir de nouveaux territoires. Nous souhaitons simplement protéger nos idéaux et nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et enfin, euh, parfois, oui, la violence ne doit pas être une simple violence verbale, enfin violence, une violence symbolique, la possibilité de se défendre. Mais on a vu à Amsterdam dans la nuit du, je crois que c'était le 7 octobre, ou 7 novembre 2024, que se défendre, ce n'était pas simplement utiliser des mots, c'était aussi concrètement protéger des vies. Et donc nos sociétés doivent impérativement, c'est cela ou mourir, accepter leur propre force. Ça, ce sont des pistes d'espérance du côté de la civilisation occidentale. Mais nous avons aussi du côté de notre tradition juive des pistes. Si Alors vous... justement, on vient de tenir une soirée à Jérusalem hein, sur le thème Israël et les nations. On verra les vidéos prochainement sur Mosaïque. En quoi Israël pourrait justement jouer un rôle dans ce redressement des nations pour les sortir de ce que vous appelez ce fameux piège, Philippe Sola? Hum, Quand vous dites Israël, Antoine, j'entends le pays, mais j'entends aussi la culture et le peuple. Hum, Selon moi, une des injonctions bibliques est le fait pour l'homme d'être le gardien de son frère, le gardien de l'autre homme. Le judaïsme, il a inventé cette idée selon laquelle ce n'est pas tant notre sort de créature, d'humain qui dépend du Créateur, que son sort à lui, le Créateur, qui dépend de nous, de la manière dont nous le faisons vivre et exister ici-bas. Face à l'idée rassurante que la raison gouverne le monde, cette idée que nous avons explorée au début de notre entretien, cette idée moderne, la raison gouverne le monde, le peuple juif oppose une autre idée qui n'est pas rassurante, mais qui est plutôt une inquiétude pour Dieu. Dieu s'est mis dans une mauvaise posture, si je puis dire, dans le judaïsme. Ce n'est pas lui qui répond de nous, c'est nous qui répondons de lui. Bon. En ce sens,
c'est le peuple, c'est l'humain qui est responsable de Dieu et des valeurs humaines qui nous semblent importantes. La souffrance, la présence du mal dans l'histoire sont un désaveu impitoyable à la religion moderne du progrès. On voit que le pouvoir de l'humain ne cesse de progresser. Je pense, je sais pas, au transhumanisme par exemple, avec Elon Musk, cette idée de faire reculer la mort par exemple, j'ai même entendu tuer la mort. Bon, ce qui est étrange. Euh, le pouvoir de l'humain ne cesse de progresser, mais en même temps, c'est un pouvoir sans pouvoir sur ce qui est hors de portée du pouvoir. Et qu'est-ce qui est hors de portée du pouvoir? C'est le lieu de résidence de la présence. C'est ça qui est très important avec le peuple juif. Et c'est ça que le peuple juif apporte au monde. À savoir que habiter une terre, c'est toujours en être un peu distant de cette terre. Parce que ce n'est pas au sein de la terre que la présence règne. Ce n'est pas, c'est en nous. Habiter vraiment, c'est ne pas être totalement enraciné, c'est ne pas se fondre totalement à la terre, c'est en être toujours un peu distinct. Euh, Selon Lévinas, la définition juive de l'humain est celle-ci, je vais vous la lire, c'est la liberté à l'égard des formes sédentaires de l'existence. Bon, quand Abraham répond Hineni, me voici, à Dieu qui l'interpelle. Il faut y voir l'exigence de ne pas nous contenter de ce que nous avons déjà, de ce qui nous est propre. C'est une invitation à l'ouverture, à l'exil en soi. Dans ce sens, ce sera les derniers mots pour répondre à votre question. La Torah, me semble-t-il, a apporté un message d'espoir il y a plus de 3000 ans. Ce message d'espoir, quel est-il? C'est cette idée que chacun peut créer en soi, à l'intérieur de soi, une place qu'on se dégage, un retrait qu'on opère pour faire place à l'autre homme et au tout autre, à l'instar du divin qui s'est retiré du monde pour faire place à l'homme, qui est l'exil fondateur. Et donc, le peuple juif, voilà la réponse qu'il nous apporte face à la modernité. Il incarne, si vous voulez, la figure de l'humilité, de la faillibilité, de ce qui est faillible, de ce qui doute, qui sait que le peuple juif sait que il n'a pas le dernier mot de la vérité, mais il sait que ses doutes sont construits sur le modèle divin de la liberté octroyée. Je pense que l'État d'Israël est petit, même physiquement, euh, parce que l'humilité, la petitesse est une condition d'accueil de la présence en soi. Oui. Il se passe aussi quelque chose au niveau collectif de possible en Israël par rapport à ce qui peut se passer au niveau simplement individuel. Vous avez référence à Lévinas. Alors, j'aurais juste qu'on termine, parce que vous aimez bien cette phrase de Rabbi Nachman de Braslav, et je pense que c'est un bon remède aussi contre la dépression en général. En Europe, par exemple, le jour de ta naissance est le jour où Dieu a considéré que le monde ne pouvait plus continuer sans toi. Ça aussi, ça pourrait être étudié finalement aussi à l'école, dans les classes. Qu'est-ce que ça signifie et en quoi c'est vraiment un remède à la désespérance, puisque ça redonne à chacun un rôle essentiel, évidemment. Ça redonne absolument à chacun un rôle essentiel. Euh, je pense que, oui, si vous voulez, la Torah, elle a amené sur terre un visage particulier, le visage de l'hébreu puis du juif, qui est le visage de celui qui considère qu'il est co-constructeur avec l'Éternel, avec le Créateur du monde. Et donc, si vous voulez, ça donne... tout à l'heure, je vous disais que le monde postmoderne euh, se présente sous la forme de la disponibilité. Je dirais que le monde se présente pour le juif sous la modalité de la responsabilité. Et oui, quand vous citez Rabbi Nachman, cette phrase qui est très belle, en effet, qui me touche, euh, j'y vois évidemment une source d'espoir. Pourquoi? Parce que le véritable retour, on parle beaucoup de retour en Israël, de retour à de multiples sens, de teshuva. Le véritable retour,
ce n'est pas le veau d'or, ce n'est pas une chose, un objet. Et quand je parle de chose ou d'objet, je parle aussi de tout ce qui est limité. Donc une idée, par exemple, une idée est aussi une chose ou un objet, c'est une forme pensée. Le peuple juif, selon moi, le juif même, il cherche le sujet. Il cherche le sujet. Le véritable retour s'obtient sur un fond de surprise, sur un fond de ce qui n'est pas maîtrisé comme on pourrait maîtriser une chose. C'est précisément ce qui n'est pas espéré, pas source de promesses, qui se révèle parfois prometteur, et même mieux, qui se révèle être la réalisation de la promesse. C'est ça pour moi le message biblique. Et donc c'est un message immense d'amour et d'espoir pour tous les hommes qui ne se sentent pas légitimes, qui n'avaient pas initialement trouvé leur place. Il y a place en soi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un autre que soi qui dégage des horizons bouchés. En ce sens, le tikkun n'est pas tant la réparation que l'actualisation de possible. Et en un mot commençant, je dirais que on peut sortir du relativisme plat de la postmodernité occidentale par le retour en soi à une présence. Je peux être je peux être le lieu d'un savoir duquel je ne suis pas le sujet. Merci beaucoup, Philippe Sola. Vous êtes vous-même dans le monde de l'enseignement. Ce sont des idées qui peuvent circuler, qui peuvent pénétrer ce monde-là, selon vous, Bah, aujourd'hui? alors, selon moi, qui ont déjà pénétré ce monde-là, qui ont déjà pénétré ce Grâce à vous, alors, dans votre cercle. Non, pas du tout. Non, je pense que l'école, c'est précisément euh, cette idée que le petit homme est éducable et que l'homme arrive sur Terre avec un infini des possibles en lui qu'il s'agit d'actualiser. Voilà, le jour de ta naissance est le jour où Dieu a considéré que le monde ne pouvait plus continuer sans toi. Merci beaucoup, Philippe Sola, d'avoir ainsi éclairé de votre regard très particulier, très singulier, très perçant, une grande partie des difficultés que nous rencontrons en Occident et puis aussi de l'avenir, peut-être, de l'espérance qu'Israël peut faire naître dans le monde. Merci à tous pour votre attention. Merci Antoine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.